Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Oui, effectivement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière remonte au mois de mai. Il y a une raison à ça, puisque pour ceux qui me suivent déjà et qui me suivent également sur Instagram, vous savez que j'étais auxiliaire de vie à domicile. Donc j'ai fait cet emploi-là pendant 20 ans. Malheureusement, avec l'inflation, l'augmentation du gasoil, l'augmentation des courses, etc., il a fallu malheureusement trouver une autre solution parce que je ne gagnais plus très bien ma vie. Étant donné que j'ai eu décès des parents en maison de retraite, j'ai eu pas mal d'hospitalisation, ce qui fait c'est que je me retrouvais régulièrement sans emploi. Alors au début je faisais partie d'une association, mais voilà, je me suis rendu compte de beaucoup de choses dans cette association. J'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux et de ne travailler que pour moi-même, donc je ne travaillais qu'en chèque emploi service. Mais voilà, nous savons tous que les personnes âgées ne sont pas éternelles. Il y a les aléas de la vie, décès, départ en maison de retraite, comme je vous le disais, et pas mal d'hospitalisation pour certains. Donc à un moment donné, il faut se résoudre à trouver des solutions pour mieux gagner, enfin trouver le moyen de mieux gagner sa vie, bien entendu. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ce métier. Aussi pour des raisons de santé, puisque j'avais des gros soucis de dos, donc à la force de porter, puisque si vous êtes du métier, vous savez très bien que lorsque vous êtes en structure, vous avez la chance de pouvoir avoir du matériel médical pour vous aider ou des collègues, mais quand vous êtes à domicile, vous êtes seul et toute personne âgée n'est pas forcément équipée du matériel nécessaire. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce métier, mais en tout cas, voilà, j'ai pris la décision de partir travailler en usine. Donc je travaillais en usine depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Vous allez très vite comprendre pourquoi. En temps normal, je vous parle de bons plans, d'échantillons, de bons de réduction, etc. Là, aujourd'hui, on va plus se baser sur le sujet de la santé. D'où ma tête aujourd'hui, parce que je pense que vous l'aurez compris, j'ai une tête très fatiguée. Je ne suis pas maquillée, etc. pour vous présenter cette vidéo-là, mais voilà, vous allez vite comprendre pourquoi je suis comme ça, tout simplement. Alors, pour vous raconter le pour qui du pourquoi du moment, il faut que je recommence depuis le début. Alors pour ceux qui me suivent également sur Instagram, vous savez qu'au mois de janvier, j'ai dû être hospitalisée et opérée en urgence d'une bartholinite. Alors, je vais vous réexpliquer ce que c'est qu'une bartholinite parce que, alors ça ne touche que les femmes, bien entendu. Beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est qu'une bartholinite jusqu'au jour où malheureusement ça leur arrive. Ce qui a été mon cas. Je n'avais jamais entendu parler de cette chose, pas du tout. Alors il faut savoir que la maladie de... La bartholinite en fait est tout simplement une inflammation, une infection des glandes de Bartholin. Alors qu'est-ce que les glandes de Bartholin? Ce sont deux petites glandes qui se trouvent à l'intérieur du vagin, derrière et qui se situent derrière les grosses lèvres de la femme et qui vous permet naturellement de lubrifier votre vagin. Alors je sais, c'est pas très glamour, alors je vais entendre certainement des gens qui vont me dire oui, tu parles de ça, voilà, qui vont critiquer forcément ce dont je parle, mais voilà, ça reste des choses auxquelles les femmes ont besoin d'être informées. Lorsque ça m'était arrivé, beaucoup de femmes de mon entourage, y compris ma grand-mère, etc., ne savaient absolument pas de quoi je parlais, ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc la preuve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur ce sujet-là. Donc je ne m'éloigne pas du sujet et je reviens à mes moutons. Donc la bartholinite, voilà, c'est une inflammation et une infection des glandes de Bartholin. Il faut savoir que c'est relié par un petit canal, c'est ce qui permet de lubrifier naturellement votre vagin. Et lorsqu'un mauvais germe s'y met, malheureusement, sachant que nous les femmes, on est très mal lotis, forcément. On a les orifices qui sont assez rapprochés l'un de l'autre. Et donc, c'est la porte ouverte forcément aux microbes. Alors, je vous entends de loin en vous disant c'est des problèmes d'hygiène ou des choses comme ça. Pas du tout. Rien à voir du tout. Bien au contraire. Et en fait, si vous voulez, lorsque vous avez un mauvais germe qui vient se mettre
ici, ça vous provoque une inflammation, une infection des glandes de Bartholin qui gonflent et qui sont très très douloureuses. Alors, pour ma part, comment j'ai su que j'étais atteinte de ce problème-là? Tout simplement, j'ai pas eu de chance. Je me suis rendu compte donc le 30 décembre 2022, donc au moment des fêtes, bien entendu, que j'avais en me lavant, je me suis rendu compte que j'avais une grosseur de la taille d'une bille sur les parties intimes, tout simplement. Forcément, j'ai pensé au pire, puisque nous sommes dans ma famille du côté de mon papa énormément touchés par divers cancers. Et donc du coup, forcément, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est « Oh là là, est-ce que j'ai un cancer ?» Donc c'est vraiment, on s'est dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on... » Forcément, dès que vous avez un nodule, un kyste ou ce que vous voulez, tout de suite vous pensez forcément quand vous avez des antécédents familiaux à ce genre de choses. Donc tout de suite vous voyez le noir. Donc en sortant de la douche, tout simplement, j'ai expliqué à mon conjoint que j'avais une grosseur, qu'il fallait absolument que je consulte. Donc j'allais pas attendre. Étant donné que les fêtes, l'année 2022 à 1er janvier atterrissaient en week-end, tout simplement. Donc il a fallu que j'attende, sauf que cette grosseur, en 2 jours, presque 3 jours du coup, faisait la taille de 2 cm à peu près. Ça s'est transformé en un espèce de furoncle. Pour moi, je prenais ça pour un furoncle. Peut-être au début, je me suis dit, bon, ben voilà. J'ai appelé mon médecin donc le lundi matin, donc le 2 janvier exactement 2023. Donc qui m'a pris dans son cabinet et lors de l'examen, il m'a dit, oulala, il m'a dit, mais écoutez, c'est directement les urgences. Alors sur le moment, je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Il me dit c'est les urgences puisque ce que vous avez en fait c'est ce qu'on appelle une bartholinite. Alors sur le moment j'ai eu les yeux qui me sortaient de la tête, je me dis mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Donc il m'a expliqué comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et du coup vu au stade où c'était pris, il ne pouvait pas me donner d'antibiotiques parce qu'il savait pertinemment qu'il était trop tard pour une antibiothérapie. Donc il m'a envoyé directement en urgence gynécologique, ce que j'ai fait. Donc arrivé à l'hôpital, donc j'ai été examinée par un gynécologue et là ça a commencé le début de l'enfer puisque lui il était hors de question de m'envoyer au bloc. Pour lui ce n'était pas suffisamment gros comme il m'a dit. Alors la réflexion que j'ai prise, mais ça va, vous marchez encore bien. Donc ouais, j'ai pas compris la réaction du gynécologue. En plus il a voulu essayer de me percer ça à l'aiguille parce qu'il y avait un petit sphinctement. Alors je sais, c'est pas très glamour ce que je vous raconte, mais voilà, c'est la vérité, c'est les aléas malheureusement de la vie de certains. Et il voulait absolument me percer ça à l'aiguille alors que c'était très douloureux, ne serait-ce qu'à la palpation, quoi. C'était rouge, c'était gonflé, plein de pus, enfin c'était dégueulasse. Donc il me dit bah, écoutez non, je suis désolée, c'est pas assez gros, je ne vous emploie pas au bloc. Le chirurgien ne souhaite pas vous opérer, c'est pas assez gros, on va inciser pour inciser. Donc voilà, donc je suis repartie avec il me dit bah écoutez, rhabillez-vous. Donc il commence à me faire une ordonnance donc tibiothérapie, alors que voilà, je lui dis mais je comprends pas, vous voulez me donner des antibiotiques alors que le médecin lui-même qui m'a examiné m'a dit que des antibiothérapies à ce stade-là, ce serait un échec total et que je serais obligée de revenir. Il m'a dit, mais oui, mais votre médecin n'est pas gynécologue. Alors ça, c'est le genre de réflexion qui m'agace un peu de certains médecins qui vous font des réflexions. Du coup, il me colle de la piostacine. Alors la piostacine, c'est un antibiotique que je ne connaissais absolument pas. En général, j'avais l'habitude d'avoir ou de l'amoxicilline ou de l'augmentin. Là, il me dit, vous ne faites pas d'allergie particulière. Ben, jusqu'à présent, je n'ai pas fait d'allergie à certains médicaments. Et il me dit, je vais vous donner du tramadol. Alors je dis, par contre, là, je vous arrête tout de suite. Je suis intolérante au tramadol. Donc ne me mettez pas ce médicament-là. Je ne les supporte pas. Alors il me dit mais si, vous inquiétez pas, de toute façon c'est pas marqué dans votre dossier. Bon, je me suis dit c'est pas grave.
Me voilà repartie, donc en plus mon mari qui m'avait simplement déposé, je lui avais dit repars, ça sert à rien, ça se trouve ils vont m'opérer dans la foulée, donc j'ai dit repars. Et à peine, donc lorsqu'il ça a duré quoi, une demi-heure, du coup j'étais obligée de lui demander de faire demi-tour pour qu'il revienne me chercher, parce que finalement ils avaient pris la décision de ne pas m'opérer. Donc je suis repartie comme je suis arrivée, avec de la piostacine, du tramadol, bon ben voilà, avec une douleur terrible, hein. La douleur était vraiment insoutenable, hein. Pourtant je suis quelqu'un qui n'est pas du tout douloureuse, hein. J'ai eu 2 accouchements très compliqués, très douloureux, très compliqués, mais là je peux vous assurer que c'était une douleur vraiment rien à voir, très, très aiguë, enfin franchement c'est indescriptible tellement que la douleur est violente. Donc des difficultés à marcher bien entendu, parce que là où est-ce que ça se situait, c'est l'entrejambe, donc forcément ça touchait également avec le pli de laine. Donc c'était vraiment catastrophique. Et puis donc le soir je prends, comme on m'a demandé, les antibiotiques et donc la morphine, hein, puisque la tramadol c'est une morphine. Et là j'ai commencé à me sentir mal au bout de, allez, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, le temps que le médicament fasse effet. Donc début de malaise, vomissement, voilà, c'était la catastrophe. C'est mon mari qui est obligé de me relever parce que j'étais pas bien. Donc voilà, le lendemain matin, je me suis dit je vais pas reprendre le tramadol, c'est bon, je savais de toute façon quelle réaction j'allais avoir avec. Bon, ils m'ont demandé de le prendre quand même, bon ben voilà, vous êtes bêtes et disciplinés, ce sont des médecins, ils savent ce qu'ils font, enfin ils sont censés savoir ce qu'ils font, donc vous obéissez et puis vous vous taisez, hein. Donc le lendemain matin, je décide d'attendre avant de déjeuner et de prendre ces médicaments. Donc la piostacine, je me dis de toute façon le tramadol c'est pas la peine de le prendre, ça va me faire le même problème. Donc je décide d'attendre de prendre mon médicament, parce que la piostacine c'est quand même assez lourd comme antibiotique également. Donc je décide de déposer ma fille au car avant de prendre tout autre médicament. Et arrivé à la maison, donc je fais de même pour la piostacine, je prends que celui-là, je déjeune, je le prends en mangeant parce que voilà, pour me protéger l'estomac aussi. Et rebelote, une demi-heure après, j'ai pas supporté le médicament, je suis repartie comme je suis arrivée au malaise, etc. Il a fallu que j'appelle mon mari parce que ça n'allait pas. Alors j'ai le réflexe d'avoir mon portable sur moi, donc c'est plutôt l'idéal quand vous n'êtes pas bien comme ça. Pensez-y parce que ça c'est important, lorsque vous vous sentez pas bien, essayez de toujours avoir, même si vous allez aux toilettes, des fois on rigole un peu là-dessus, mais le fait d'avoir votre téléphone des fois dans la poche, ça peut parfois vous sauver. Donc voilà, donc j'ai décidé de stopper les médicaments. J'ai rappelé, quand ça a été un petit peu mieux, j'ai rappelé l'hôpital en leur expliquant que je n'avais supporté ni l'un ni l'autre. Et là, la secrétaire, elle me dit, à ce moment-là, il faudra revenir à l'hôpital. J'attendais, vous voulez que je revienne à l'hôpital pour une ordonnance? Elle me dit oui. J'ai écouté, j'habite à une demi-heure de l'hôpital, je vais pas faire une demi-heure de route, enfin 1 heure de route au total, parce qu'on a quand même l'aller et retour, pour une ordonnance. Hein, j'ai dit, elle me dit, à ce moment-là, revoyez avec votre médecin traitant. Bon, je me suis dit, ok. Donc je rappelle mon médecin traitant, enfin le secrétariat, on me dit que mon médecin traitant est en congé. Donc je réussis tant bien que mal à avoir un rendez-vous avec un médecin, un autre médecin du coup, au cabinet médical. Et donc le médecin traitant finit par me donner de l'Acupan, qui est une morphine, mais que j'ai bien supporté finalement, et de l'amoxicilline, enfin de l'augmentin, pardon. Donc voilà, donc ça c'est 2 médicaments que l'augmentin je connaissais déjà, donc je supportais bien. L'Acupan je ne connaissais pas, mais c'est quelque chose que j'ai super bien supporté et qui m'aidait quand même à soulager mes douleurs. Donc c'était, mais par contre ça vous shoot, hein, vous êtes complètement shooté, vous passez votre temps quasiment à dormir. C'est un médicament qu'il fallait que je prenne, je crois c'est toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça pour la douleur. Mais malgré ça, échec antibiotique, hein, ce que le médecin avait prédit, hein, bien entendu. 3 jours après, dans la nuit du mercredi à jeudi, donc on était dans la nuit du 5 au 6 janvier, je ne dormais pas, même assise, le frottement des vêtements, je ne supportais pas les sous-vêtements, je ne supportais pas le pyjama, je ne savais pas dans quelle position me mettre tellement que ça me brûlait, c'était horrible la douleur, mais j'en pleurais tellement que c'était douloureux. Et franchement, j'avais l'impression d'être en enfer, quoi. Enfin, c'était tellement horrible la douleur que
C'est comme si limite on vous brûlait vif entre les jambes, enfin tellement que la douleur elle est insoutenable. Et mon mari me dit bah attends, je te ramène aux urgences. Donc on rappelle les urgences, je leur explique. Et en plus j'avais de la fièvre, j'étais pas bien, etc. Donc ça avait pris du volume, j'avais une clémentine entre les jambes. Enfin, c'est pas très glamour ce que je vous raconte, mais franchement c'est la réalité des choses. À partir du moment où vous n'êtes pas pris en charge et que l'antibiothérapie ne fonctionne pas, ça continue d'évoluer. Et là c'est la décatombe. Je me suis retrouvée de quelque chose de 2 cm de diamètre à quelque chose qui faisait la taille d'une clémentine entre les jambes. C'était vraiment une horreur. Je suis arrivée aux urgences, mais vraiment dans un état pitoyable. Et là, je me fais réexaminer de nouveau par un autre gynécologue, hein, un jeune interne qui était là, qui me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi le premier ne vous a pas opéré, qu'il n'a pas voulu vous envoyer au bloc, etc. » Donc lui-même n'avait pas compris pourquoi c'était comme ça. Et du coup, donc ils n'ont pas mis de temps à me préparer, ils ont pris ma température, donc j'avais 38,5 je crois de température. Voilà, ils ont pris mes constantes, donc j'avais une tension à 8, enfin c'était catastrophique. Je n'étais vraiment dans un état, mais j'étais pâle, j'étais vraiment pas bien. C'était très douloureux, donc on m'a fait une prise de sang tout de suite. On m'a fait les tests Covid parce que à l'hôpital, c'est malheureusement les aléas aujourd'hui. Hein, on vous fait automatiquement un test Covid. On m'a fait prendre une douche à la bétaline pour avoir le corps bien désinfecté, s'assurer que vous n'avez pas de vernis parce que bon, bah, vous allez quand même dans une pièce stérile, donc ça c'est important aussi. Voilà, et ils m'ont envoyé directement au bloc me faire opérer. Donc ça c'est qu'une partie du calvaire, puisqu'il faut savoir que la deuxième partie du calvaire est bien pire. Alors pourquoi elle est bien pire? Parce que dans cette zone, malheureusement, on ne vous recoupe pas. On ne recoupe pas et on vous met un système de méchage. Donc ce qu'on appelle, c'est des mèches en fait qu'on vous met à l'intérieur de la plaie. Pour absorber, pour que ça puisse absorber donc toutes les impuretés, etc. Même si pendant l'opération vous avez fait un drainage, etc. Après c'est la mèche qui continue de faire son travail afin que la plaie ne se referme pas trop rapidement. Donc les impuretés s'accrochent en fait sur la compresse. Et tant que la mèche donne, du coup, les infirmiers sont obligés de faire attention à ce que ça ne se referme pas trop vite. Alors pourquoi mon calvaire a été pire après? Alors non seulement ça c'était une partie de l'iceberg, hein, mais il faut savoir que je suis ressortie, il était 20h. Donc mon mari est venu me chercher puisque c'est un ambulatoire. J'ai été sous anesthésie générale. Alors vous vous dites c'est bon, sortie d'hôpital, je vais être soulagée, machin, etc. Pas du tout, sachant que j'avais des soins infirmiers quand vous finissez à 20h, que vous ressortez à 20h le soir, on n'avait pas le temps de faire le nécessaire auprès du cabinet médical pour pouvoir organiser les soins à domicile. Donc le lendemain du premier soin, je n'ai pas eu le choix que d'aller directement, d'abord d'aller chercher tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire mes soins, parce qu'à 8h du soir, j'aurais très bien pu aller à la pharmacie de garde, mais je me suis dit, comme demain je dois aller faire les pansements au cabinet et que la pharmacie était juste à côté, je me suis dit autant faire les deux en même temps. Donc je suis d'abord allée chercher le nécessaire pour mes soins, et ensuite je me suis rendue au cabinet d'infirmier pour pouvoir faire mes soins. Et là, sur l'ordonnance, il ne m'avait pas prescrit d'anesthésie locale ni quoi que ce soit. Et là, ça a été un calvaire pas possible. On m'a retiré la mèche à vif comme ça. Je n'ai jamais eu autant mal de ma vie. J'ai hurlé tellement que la douleur était insoutenable. Je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas douillette du tout. Mais quand je dis pas douillette, c'est pas douillette du tout. Et là, je peux vous assurer que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Le cabinet a dû m'entendre entièrement, tellement que c'était horrible. La douleur, il m'a retiré 10 cm de mèche à vif comme ça, de si bon matin. Donc, je peux vous assurer que c'était vraiment catastrophique. Et donc là, il a décidé d'appeler mon médecin traitant qui était
deux portes à côté, d'aller le voir et pour qu'il puisse voir avec moi, parce que lui ne savait pas du tout ce qui était en train de se passer, hein. Il ne savait pas encore que j'avais été opérée ni quoi que ce soit, et pour lui, dans sa tête, j'avais été opérée le jour où il m'a envoyé, sauf que comme je ne l'ai pas revu entre deux, pour lui, j'étais déjà opérée. Donc, et en fait, non. Il faut savoir que j'ai quand même eu un début de septicémie, hein, lorsque j'ai été opérée. J'avais oublié de vous le dire. Mais il y a tellement eu d'informations à ce moment-là que, vous voyez, j'en perds un petit peu mon langage. Donc, j'ai fait une septicémie, il faut le savoir, puisqu'ils avaient trop attendu pour m'opérer. Et du coup, ça s'était propagé. Ensuite, donc le médecin a bien voulu me prendre entre deux patients vite fait après les soins, et il a été choqué, il a été outré de voir avec quelle barbarie ça a été fait. L'infirmière m'a dit: j'ai jamais vu une bartholinite opérée aussi profonde, aussi horrible que ça. Donc moi je ne voyais pas, hein, ce qui se passait en bas, pas du tout. Donc mais c'était vraiment quelque chose, même lui, en je sais pas combien d'années de carrière, n'avait jamais vu une telle pagaille, en fait, tout simplement. Donc c'est pas la faute du chirurgien qui m'a opéré, hein, bien entendu, c'est surtout la faute de celui qui n'a pas voulu m'envoyer au bloc la première fois, le premier gynécologue qui m'a examiné. Il aurait dû m'envoyer directement au bloc afin de faire une incision et de pouvoir me soulager. Là, ça n'a pas été le cas. Je suis repartie comme je suis arrivée. Et malheureusement, ça a été catastrophique par la suite. Donc, j'ai été en arrêt pendant 3 mois. 3 mois. Et en plus, ça ajoutait à ça des problèmes de tension. Donc, je passais très vite de 8 à 19 de tension. Donc, c'est énorme. Donc, ça a été vraiment un calvaire. J'étais en arrêt 3 mois, je vous dis, afin de pouvoir récupérer. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, la douleur était vraiment insoutenable. J'avais régulièrement de la morphine, mais voilà, même si la morphine atténuait la douleur, je peux vous assurer que ça n'empêchait pas d'avoir mal quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie 1 de la vidéo. Et alors par contre, il faut savoir que normalement, quand vous vous faites opérer d'une bartholinite, surtout si vous avez, donc quand c'est forcément dû à un germe, du coup il est censé faire une biopsie. Donc qu'est-ce qu'une biopsie? C'est un prélèvement en fait de la matière qui permet de déterminer en fait de quel germe vous a infecté et de quel germe il s'agit. Staphylocoque, streptocoque, etc. Je ne vais pas m'étaler sur tous les germes, hein, parce qu'on n'en finirait pas, il y en a tellement. Et du coup, ce qui fait, c'est que une fois que j'ai été opérée, bah voilà, enfin ils m'ont opérée, terminé, je suis repartie comme ça pour mes soins, etc. Enfin bref. Donc là, c'était vraiment la partie sur la bartholinite. Et je vais faire une partie 2 parce que sinon ce serait trop, la vidéo serait trop longue en fait, pour vous expliquer pourquoi cette vidéo maintenant et pas avant. Donc voilà, donc j'espère que l'explication sur la bartholinite vous aura plu, hein, d'une certaine façon. Ça permet aussi de vous informer parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont touchées par ce problème-là. Elles n'avaient aucune connaissance de ce problème-là. Vous savez, on a tendance à être pris un petit peu pour des folles parfois pour certaines choses. Notamment, souvent, il y a plein de choses féminines comme ça où on n'a pas connaissance, où on est pris un peu pour des folles. Et donc, du coup, il est important de faire de la prévention sur certaines choses quand vous en avez connaissance. Donc moi j'ai vécu la bartholinite, j'ai posé plein de questions autour de moi, de gens qui me disent mais moi je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, etc. Donc d'où ma vidéo également sur la bartholinite. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce problème-là, si vous avez déjà été opéré, si vous avez des questions aussi, parce que peut-être que dans mon explication, c'est pas tout à fait clair et que du coup, vous avez des questions à me poser sur le sujet. Alors par contre, je préfère avertir les commentaires désagréables, etc. Abstenez-vous, hein, honnêtement, parce que franchement, ça m'intéresse pas. Donc toute personne qui aura des réflexions ou des commentaires haineux sur le sujet, forcément seront automatiquement bloqués. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet, si vous en avez, si vous avez déjà vécu ce calvaire,
Si voilà, bon, n'hésitez pas en tout cas à me poser toutes les questions que vous souhaiterez. Je serai ravie de pouvoir vous y répondre. Et aussi d'avoir, vous, votre ressenti, si vous êtes déjà passé par là, ce que vous avez vécu, parce que ça m'intéresse aussi, c'est très important aussi d'échanger. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, plus on est fou, plus on rit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, Les Merveilles de Laetitia, si cela vous intéresse, afin de soutenir ma chaîne et de pouvoir continuer à vous proposer des contenus. Donc voilà, donc là c'était la partie 1, je vous propose la partie 2 pour vous expliquer pourquoi cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt.